Bonjour à tous, ceci est la première vidéo d'une série de vidéos qui va vous parler de l'électricité 1. C'est le programme du cours d'électricité qui est traditionnellement vu en première année de fac, enfin disons première année universitaire. Alors il y a deux parties, la partie 1 l'électrostatique et la partie 2 électrocinétique. L'électrostatique, c'est donc l'étude des charges statiques qui sont immobiles, et l'électrocinétique, c'est l'étude lorsque les charges se déplacent. En fait, c'est l'étude des circuits électriques avec des piles, etc. Nous allons en reparler. Alors, plus précisément, donc l'électrostatique a pour objet l'étude de la physique des champs électriques stationnaires, l'étude des charges électriques stationnaires, c'est-à-dire qu'ils sont immobiles du point de vue de l'observateur. Ben oui, bien sûr, vous savez qu'un point est immobile par rapport à un observateur, par rapport à un repère. Quand vous êtes dans un train, par exemple, que vous regardez votre voisin qui est assis dans le même compartiment, pour vous, il est immobile, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur du train, bon, bah, votre voisin, il a une certaine vitesse. Bon, mais voilà. Alors, donc on va commencer par la partie électrostatique. Il y aura 5 chapitres que je vous laisse découvrir. Concernant les vidéos, comme il y a certains chapitres qui vont être plus longs que d'autres, et que par ailleurs, j'aimerais bien qu'une vidéo ne dépasse pas 30 minutes, qu'elle fasse entre 20 et 30 minutes, il y a certains chapitres qui vont être coupés. Par exemple, celui-ci, je pense qu'il y aura, celui-ci, le premier chapitre, je pense qu'il y aura trois vidéos. Voilà, en deux, on va parler du potentiel électrostatique, puis du théorème de Gauss, puis les conducteurs en équilibre électrostatique, et enfin, on parlera de l'énergie électrostatique. Alors, pour commencer, une définition, on va dire sous cette charge. Alors, donc, je lis, une charge électrique est une propriété de la matière qui lui fait produire et subir des effets électriques et magnétiques. Alors, donc, c'est une propriété de la matière, exactement comme la masse, que vous connaissez bien, est une propriété de la matière. Je dis que vous connaissez bien parce que, bien sûr, depuis que nous sommes nés, nous avons une expérience de tous les instants de la masse. Prenez un objet, il est plus ou moins pesant, enfin, on sent sa masse. Pour la charge électrique, c'est moins immédiat. Alors, cette charge électrique a trois caractéristiques essentielles. La première, caractéristique A, c'est qu'elle existe sous deux formes, qu'on va appeler positive et négative. Et ceci marque une différence avec la masse. La masse est toujours négative. L'électricité, la charge électrique, non. Il y a des charges positives et des charges négatives. On va y revenir. Propriété B, c'est qu'elle se conserve. La charge totale se conserve. Donc cette fois-ci, c'est comme la masse. La masse pour un système isolé, évidemment, se conserve. Et troisièmement, caractéristique C, très intéressante comme caractéristique, c'est qu'elle est quantifiée. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Elle a des valeurs bien définies, des valeurs possibles qui sont bien définies. Et d'autres valeurs qui ne sont pas possibles. On va voir ces caractéristiques une à une. D'abord, la A. Nous avons dit qu'il y a des charges électriques positives et négatives. On commence avec la charge électrique positive naturelle. Naturellement, la charge la plus petite possible, positive, qu'on appelle la charge élémentaire, eh bien, c'est la charge du proton. Le proton, vous savez, dans un atome, il y a un noyau, il y a des électrons qui tournent autour. Dans le noyau, il y a des neutrons et des protons. Les neutrons ne sont pas chargés, n'ont pas de charge, alors que les protons, si, justement, un proton a une charge, c'est la plus petite charge possible,
Bon, je reviendrai sur cette notion de plus petite charge possible dans 5 minutes. Et donc la charge élémentaire positive naturelle, c'est du proton. Bon, on va voir aussi dans un instant qu'on peut charger un corps en frottant un corps contre un autre. Il y a un déplacement de charge de l'un à l'autre. Et ce que nous disons tout de suite, c'est que ce ne sont pas les protons qui se déplacent. Voilà, les protons, ils sont donc à l'intérieur du noyau et ils sont confinés. Maintenant, le mot, malheureusement, il est bien connu. Il est confiné dans le noyau. Bon, parfois, bien sûr, il peut se passer qu'il sort du noyau, mais ça, c'est des réactions nucléaires, c'est une autre histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, il y a la charge négative. D'un autre côté, la charge élémentaire négative, c'est celle de l'électron. Voilà. Et par contre, ce sont les électrons qui peuvent se déplacer lorsqu'on frotte deux corps. Ce sont les électrons qui se déplacent d'un corps à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'un corps va se charger. Alors justement, quand on frotte un corps avec un autre, lequel va perdre des électrons et lequel va en gagner? Eh bien, l'expérience nous montre, bon, on peut aussi, bon, disons pour l'instant, l'expérience le montre que les différents corps peuvent être rangés dans l'ordre suivant. Il y a le verre, le mica, la laine, puis la pocha, la soie, le bois, l'ébonite. Bien. Et quand on va de gauche à droite, eh bien les corps se chargent positivement. Je veux dire par là que si vous prenez un élément à gauche, par exemple le verre, une tige de verre, et que vous la frottiez avec un élément qui est à droite du verre, par exemple une pocha, eh bien la tige de verre va se charger positivement. Et donc la pocha va se charger négativement. Bon. À l'inverse, si vous partez de la droite, si vous prenez un bâton d'ébonite et que vous le frottiez avec la pocha, et bien cette fois-ci c'est le contraire. La pocha va se charger positivement et l'ébonite va se charger négativement. Tu vois, bon, il y a un certain ordre comme ça. Et maintenant, concernant la caractéristique B, bon, ben, c'est rapide à voir. La charge se conserve pour un système isolé. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Si, peut-être prendre un exemple. Quand vous prenez une personne donnée qui n'a aucun rapport avec les autres personnes, avec l'extérieur, et que vous regardez la quantité de monnaie, la quantité d'argent qu'il a dans sa poche, et bien globalement, cette quantité-là reste constante. Il peut peut-être prendre des pièces de sa poche de droite et les mettre dans la poche de gauche. Et donc on va dire que c'est la répartition des pièces de monnaie qui change. Mais la somme totale reste constante. Et bien c'est la même chose pour la charge électrique. Ensuite, caractéristique C, c'est que la charge est quantifiée. Alors, pour parler de ça, on va appeler E la charge fondamentale, celle dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, le proton, il a une charge positive, ben c'est ça, on va la noter E, et donc l'électron va avoir la charge moins E. Bon, et lorsqu'un corps est chargé, eh bien, sa charge est un multiple entier relatif de cette charge fondamentale. C'est-à-dire la charge va être égale à 2E ou 5E ou moins 8E, moins 36E, etc. Mais elle ne peut pas être égale à 1,3E, par exemple. Bon, là, il faut quand même que je vous dise une chose, ça c'est ce qu'on a pensé, enfin d'ailleurs c'est comme ça qu'on va continuer à voir dans la suite de ce cours, mais je vous signale quand même qu'on parle maintenant de l'existence des quarks, vous savez, les composants du proton par exemple, ou du neutron, enfin d'autres particules fondamentales. C'est-à-dire, on a longtemps cru que le proton, si on prend cet exemple, était justement
une particule fondamentale. On ne peut pas la couper, on ne peut pas la séparer. Eh bien, il s'est avéré que le proton lui-même est constitué de particules qu'on appelle des quarks. Alors, ces quarks n'ont jamais été observés individuellement. Tu vois, les quarks, c'est un ensemble de quarks qui, justement, dans cet exemple, un ensemble de 3 quarks forme le proton. Ok. Eh bien, les quarks, il y a différents types de quarks, mais ils peuvent porter une charge 1 tiers de E, ou 2 tiers de E, moins 1 tiers, etc. Donc, je veux dire, ça peut être justement un nombre qui n'est pas multiple, entier, relatif. Mais bon, ça je vous le dis, c'est vraiment pour information. Pour nous, la charge va être un multiple entier de E. Et comme je vous disais, voilà, l'électron possède une charge moins E, le proton une charge plus E. Et ce E-là vaut à peu près, dans le système international, 1,610-19 coulombs. Coulomb étant l'unité de la charge électrique, et il est représenté par la lettre grand C. Voilà, Coulomb. Coulomb minuscule, hein, c'est pas le nom propre. Le Monsieur Coulomb, Monsieur Coulomb, on l'écrivait avec un grand C, mais l'unité Coulomb s'écrit avec un petit c. Ou alors, si c'est le symbole de Coulomb, à ce moment-là, on met la lettre grand C. Bon, on va essayer maintenant de voir un petit peu comment ces charges se comportent. On va partir de résultats expérimentaux et on va constater qu'il y a des forces d'attraction ou de répulsion qui existent entre les charges. Donc, on va prendre un corps qu'on va charger. Bon, on commence par prendre un bâton de caoutchouc. Vous voyez, il est frotté avec une peau de chat et il est attaché à un fil de torsion, c'est-à-dire qu'il peut tourner autour de cet axe. Et voilà, ici, nous avons représenté un bout qui est chargé négativement. Voilà, je pense que vous voyez mieux avec le laser qui est là. Bon, et on approche de ce bâton de caoutchouc un bâton de verre qui est frotté aussi avec une... non, ici avec une pièce de soie, bon, ça revient au même. En tout cas, il se charge positivement, le verre. Et donc, lorsqu'on approche les deux, eh bien, on constate qu'il y a une force d'attraction entre les deux. C'est-à-dire que des charges de signes opposés s'attirent. Ce sont des forces attractives pour les charges opposées. Qu'est-ce qui se passe pour les charges de même signe? Ben, on fait l'expérience. Donc, cette fois-ci, on prend 2 bâtons de caoutchouc. Ils sont donc chargés négativement tous les deux. Et si on approche les deux bouts, on constate qu'il y a des forces répulsives, des forces de répulsion. C'est-à-dire que des charges de signes identiques se repoussent. Bon, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'une notion plutôt dont on va beaucoup parler, c'est la notion de charge ponctuelle. Alors ponctuelle, c'est-à-dire que ça a la forme d'un point. Un point mathématiquement, ça n'a pas de dimension. Alors comment une charge peut être ponctuelle? Vous voyez que en vérité, strictement, ça n'a pas de sens. Une charge, on a vu que la plus petite charge qui existe, c'est la charge fondamentale, celle du proton. Par exemple, la charge positive. Or, le proton, il est peut-être très petit, mais il a une certaine dimension. En tout cas, ce n'est pas un point. Donc, on ne peut pas parler de charge ponctuelle à moins de faire une approximation. Ce qu'on va faire, bien sûr, sans problème, on lit, je sais que pour vous, alors on lit ensemble une charge ponctuelle, la quantité d'électricité localisée dans un très petit volume est une charge qui existe en un point de l'espace. Bon, en réalité, ce n'est évidemment qu'une approximation, ça ne peut pas exister en un point, hein, il y a un petit volume. Mais la charge Q étudiée peut être considérée comme ponctuelle, c'est ce que nous allons faire, si la distance séparant le point d'observation et le centre de la charge
est très grande devant les dimensions de la charge Q. Bon, ça, si vous voulez, c'est exactement la même chose d'un point de vue géométrie réelle. Si vous considérez la Terre, par exemple, la Terre, on ne peut pas dire que ce soit un point. C'est une sphère de rayon 6400 km, donc c'est quand même énorme. Bon, mais si vous prenez maintenant quelqu'un qui est sur le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Eh bien, cette personne-là va voir la Terre comme un point. Ça a beau avoir 6400 km de diamètre, de rayon. 6400 km, c'est quand même quelque chose qui est totalement négligeable devant 150 millions de kilomètres. Donc, on peut considérer que la Terre est un point vu du Soleil. Donc là, c'est la même chose. On va considérer qu'une charge est ponctuelle à partir du moment où on observe les effets que produit cette charge, par exemple, à grande distance de cette charge. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans notre étude. Alors, le point de départ de l'étude de l'électrostatique dans le vide a été fait par un monsieur qui s'appelle Coulomb et qui a donné naissance à la loi de Coulomb qu'on va exposer maintenant. Alors, cette loi va exprimer la force électrique qui s'exerce en deux charges ponctuelles au repos dans un référentiel qui est lié à l'observateur. Ce monsieur Coulomb, c'est un physicien français en 1785. C'est lui qui a fait cette étude expérimentale. Alors pour l'exposer, on va considérer deux charges ponctuelles Q et '. Vous voyez, elles sont là. Et on appelle Q le point où se trouve la charge. On appelle O le point où se trouve la charge Q. Et M le point où se trouve la charge Q'. Alors, on va commencer à regarder le cas où le produit QQ' est positif. C'est-à-dire que les deux charges ont le même signe. Elles sont toutes les deux positives ou toutes les deux négatives. Alors, on va faire cette distinction, c'est simplement pour pouvoir tracer les forces. Mais vous allez voir que l'expression de la force, elle ne dépend pas du signe de QQ'. Je veux dire, elle va en dépendre dans le sens que le produit QQ' apparaîtra dans la formule. Bon, du point de vue de notation, on dit que Q exerce sur Q' une force qu'on va appeler Fm et qui est représentée là. Vous voyez, c'est ici, c'est une force de... Où est-ce qu'il est le curseur? Voilà, c'est une force de répulsion. Elles sont de même signe, donc c'est normal. Et la force que subit la charge Q, on l'appelle FO. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ces forces? Alors, donc, voilà, elles se repoussent. Ça, c'est, voilà. Ah oui, je l'ai effacé rapidement. Regardez, je vous fais remarquer que F de M égale moins F de O. C'est tout à fait normal. Si une charge exerce une force sur une autre, eh bien, l'autre exerce la même force sur l'une, mais dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le principe de l'action et de la réaction, ou encore le troisième principe. Voilà, alors maintenant, si QQ' est négatif, c'est-à-dire si elles sont de signe contraire, bon, les forces sont des forces attractives et les charges s'attirent, voilà, mais nous avons toujours, évidemment, F de M égale moins F de O. Le principe de l'action et de la réaction est toujours vérifié. On va aller un peu plus loin maintenant on va tenir compte de la distance R qui sépare les deux points O et M. Et on constate que la force, elle est proportionnelle au produit QQ' divisé par R au carré et qu'elle est portée par le vecteur U.
Vecteur U qui est... Alors, je suis en train de parler de la force qui s'exerce sur la charge Q', donc la force en M. Et bien, le vecteur U, c'est le vecteur qui va de l'autre charge, qu'on appelle la charge source, vers le point M. D'accord? Si j'avais parlé de F de O, eh ben, j'aurais dit aussi que c'est donc proportionnel à Q sur R au carré. Scalaire, on va l'appeler V, vecteur unitaire, mais le vecteur unitaire à ce moment-là, il irait de M vers O. D'accord? Notez bien ça. Alors, le facteur de proportionnalité, on l'appelle K. Voilà. Alors, avant d'en parler, je lis ici, deux charges électriques stationnaires s'attirent ou se repoussent, on verra tout à l'heure le cas, se repoussent mutuellement avec une force proportionnelle au produit de la valeur des deux charges. Donc, elle est proportionnelle à Q'. Et elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'est pour ça que vous avez le 1 sur R au carré. Bon, ensuite, alors cette relation, c'est la loi de Coulomb. On va la réécrire tout à l'heure. L'unité de la force, bien sûr, c'est Newton. Ça, vous le savez. Force Newton. Ensuite, maintenant, on va parler de cette constante K. Oui, la constante de proportionnalité. Eh bien, dans le système international, elle a une valeur approximative de 9 puissance 9 newton mètre carré sur coulomb au carré. Vous voyez, c'est une constante, mais elle a une unité. Je sais que certains d'entre vous pensent que bon, c'est une constante, ça n'a pas d'unité. Pas du tout, évidemment. Une constante, ça a une unité. Bon, ici, ce truc-là, c'est compliqué. Enfin, ce qu'on va dire dorénavant, quand on travaille dans le système international, ce qui arrive tout le temps, on va dire que K, ça vaut à peu près 9, 10 puissance 9, SI, système international. Voilà, aussi, cette quantité-là, K, on l'écrit 1 sur 4 pi epsilon 0. Dorénavant, on va toujours écrire 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0, c'est une nouvelle constante, si vous voulez. C'est un coefficient qui est caractéristique du vide. On est en train de travailler dans le vide, je vous rappelle. Entre les charges Q et Q', il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est le vide. Et bien, cette constante epsilon 0 s'appelle la permittivité du vide et sa valeur, ici il devrait y avoir, c'est pas égal, c'est à peu près égal à 8,8, 10-12. Alors, c'est toujours SI, parce que c'est dans le système international, mais ici, c'est coulomb au carré sur newton mètre au carré. C'est-à-dire l'inverse de ceci. C'est normal, puisque K, c'était 1 sur epsilon 0, facteur 4pi. Donc, quand je mets SI, ici je mets SI, ici je mets SI, mais ça ne veut pas dire que ça veut simplement dire dans le système international. On est bien d'accord. Les caractéristiques de cette force. Quelles sont les caractéristiques? Alors, les caractéristiques d'une force, il y en a 4. D'abord, l'application, l'origine, évidemment ici c'est le point M, puisqu'on parle de F de M, s'applique en M. La direction, eh bien c'est la droite d'action delta. La delta c'est la droite OM, vous voyez, la force est dirigée selon cette droite. Le sens, c'est celui de U, hein, F est égal à quelque chose fois U, quelque chose de positif fois U. Tiens, ici vous avez remarqué, on a remplacé K par 1 sur 4 pi epsilon 0. Et le module, puisque U c'est le vecteur unitaire, le module c'est Q' sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R au carré. Voilà. Ensuite, nous allons regarder le cas Q' négatif. Bon, c'est vraiment pour dessiner. Donc cette fois-ci, F de M est une force d'attraction, elle dirige de M vers O. L'expression est rigoureusement la même, c'est toujours la même chose. Donc epsilon 0, c'est la permittivité du vide dont on a parlé tout à l'heure.
Et les caractéristiques de cette force sont à nouveau, le point d'application, bon, bah, c'est toujours M. La direction, c'est toujours delta. Bon, mais le sens, cette fois-ci, eh bien, c'est le sens opposé à U. Bah oui, puisque Q, regardez ici, puisque Q' est négatif, F et U ont la même direction, ils sont collinaires, mais F a un sens opposé à celui de U. Et le module, bon ben c'est voilà QQ', mais cette fois-ci je vais des valeurs absolues, puisque QQ' est négatif, divisé par 4pi epsilon 0 R au carré. Bon, alors, mais j'insiste sur une chose, je voudrais vous résumer ce qu'on vient de dire, parce que je ne voudrais pas que vous croyiez qu'il y a, ah bon, le cas QQ' positif, le cas QQ' négatif. Non, quel que soit le signe du produit QQ', la situation, elle est représentée sur ce dessin-là. Vous voyez que, justement, on n'a pas représenté les forces, parce que, voilà, on n'a pas d'informations sur QQ', mais ils sont distanciés, enfin, il y a une distance R entre les deux points, et le vecteur unitaire, je le prends de O vers M, puisque je m'intéresse à F de M, la force sur Q'. Eh bien, quel que soit QQ', la force est donnée par cette expression. Voilà, il y a une seule chose à se rappeler, c'est ça. Et vous voyez bien évidemment que ce qu'on a dit est contenu dans ceci, c'est que si QQ' est positif, eh bien F et U en même sens, ça sera une force de répulsion. Si QQ' est négatif, F et U sont de sens opposé, F à ce moment-là sera dirigé dans ce sens-là, ça sera une force d'attraction. Eh ben, ah ben c'est déjà, ben, je vous dis à tout à l'heure, le chapitre, il va continuer, hein, mais nous, on se dit à tout à l'heure pour pouvoir respirer un peu, et on continue dans un petit moment.